Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. À la une de l'actualité de ce mardi, la Corse en proie aux flammes avec des incendies particulièrement impressionnants. 1800 hectares ont brûlé en Haute-Corse où le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a décidé de se rendre ce soir. Nous retrouverons Henri Mariani sur place. Des feux destructeurs aussi dans le sud-est. Au total, ce sont plus de 4000 hectares qui sont partis en fumée. Une vingtaine de pompiers et de policiers ont été blessés. La France demande l'aide de l'Europe. La situation reste inquiétante dans le Var. Nous rejoindrons Victoria Rouxel à Mirabeau, dans le Luberon, où les habitants ont pu regagner leur maison. À la veille des cérémonies en hommage au père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, les témoignages exclusifs de 2 policiers parmi les premiers à être intervenus sur les lieux de l'attentat. Un an après, ils reviennent sur ces minutes de tension extrême. La légère embellie des chiffres du chômage en juin, moins 0,3% pour le premier mois du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis un chantier titanesque dans la vallée alpine de la Romanche. EDF achève la construction d'une centrale hydroélectrique souterraine pour remplacer les barrages. Un ouvrage unique en France. Des heures et des heures de lutte contre les flammes et toujours l'inquiétude ce soir dans le sud-est de la France et en Corse. Un incendie hors norme a parcouru 1800 hectares depuis hier au sud de Bastia. Des secteurs parfois inaccessibles, départ de feu aussi à Propriano dans le sud. On fait le point avec Laurence Naon et nos équipes en région. Les bombardiers d'eau livrent une lutte acharnée contre les flammes. 24 heures après le début de l'incendie, de nombreux foyers sont encore visibles autour de Bigoulia. Le feu menace toujours la ville. Joëlle Serre a dû abandonner sa maison. Elle y revient à pied. Autour d'elle, la désolation. Tout a brûlé, la voiture, les chats que je sauvais. Certaines parties de sa propriété continuent de se consumer. Anéantie, elle constate l'ampleur des dégâts. Vous avez mon vestiaire. Sur sa trentaine de moutons, beaucoup n'ont pu être sauvés. C'est une catastrophe. 30 ans de plaisir pour réussir quelque chose. Notre paradis, quoi. Toute la nuit, les pompiers ont tenté de contenir l'incendie qui s'approche dangereusement des habitations. Les occupants sont obligés de fuir à la hâte. Ah là, c'est l'apocalypse. Moi, j'habite juste à côté là et on ne peut pas aller à la maison. C'est encerclé par les feux. Tâche complexe pour les pompiers. La zone qui brûle, située à 15 km de Bastia, est très peuplée. C'est une guérilla urbaine que l'on mène actuellement, compte tenu du vent fort qu'il y a sur le secteur, qui attise tout petit foyer qui n'a pas été éteint. Les habitants décident de sauver eux-mêmes ce qui peut encore l'être. Des tuyaux d'arrosage pour toute arme, bien dérisoires face à la virulence du feu. À l'autre bout de l'île, à Propriano, 2 autres départs d'incendie sont à déplorer. Des renforts aériens européens sont attendus en Corse. Et on retrouve tout de suite Henri Mariani en direct de Bigoulia en Haute-Corse pour évoquer l'origine de ces incendies. Quelles sont les hypothèses privilégiées par les enquêteurs? Est-ce que la piste criminelle est envisagée, Henri? Alors ce soir, il y a un homme en garde à vue à la gendarmerie d'Ajaccio. Il est en effet fortement soupçonné d'avoir allumé l'incendie qui a détruit une vingtaine d'hectares et menacé plusieurs habitations en Corse du Sud. Ici, à Bastia, les gendarmes tentent également de connaître l'origine du plus gros incendie de l'été qui a déjà détruit, vous l'avez dit, plus de 1800 hectares. Le procureur de la République nous dit ce soir qu'aucune piste n'est privilégiée, mais les habitants des communes concernées, eux, tiennent un tout autre discours. Ils nous expliquent que l'incendie est parti en bordure de route hier soir à 23h, alors que le vent soufflait à plus de 130 km/h dans une zone, et ça c'est important, où la pression incendiaire est forte. En effet, dans cette zone, là où je me trouve, ces 20 dernières années, il y a eu près d'une centaine de feux qui ont parcouru plusieurs milliers d'hectares. Donc même si ce soir, aucune piste n'est privilégiée, on peut raisonnablement dire que la piste criminelle semble tout doucement se dessiner. Il faudra attendre bien entendu les conclusions de l'enquête, une enquête qui prendra, vous l'imaginez, plusieurs semaines. Merci beaucoup Henri pour ces précisions. Et après avoir reçu les syndicats de pompiers Place Beauvau, le ministre de l'Intérieur est actuellement sur le terrain en Haute-Corse. Gérard Collomb s'est rendu au poste de commandement situé sur la commune d'Olmetta d'Itouda. Alors Corse, Vaucluse, Var, ce sont au total plus de
4000 hectares de végétation qui sont partis en fumée depuis hier. Une vingtaine de pompiers et de policiers blessés. Une nuit terrible pour les soldats du feu et les habitants évacués. À bout de souffle, la France a demandé du renfort à l'Europe. Si certains incendies sont ce soir maîtrisés, la situation reste particulièrement préoccupante dans le Var. Clément Veil-Rénal et nos équipes en région. C'est un gigantesque brasier contre lequel les pompiers ont lutté toute la nuit sur les hauteurs de la Croix-Valmer. Secteur Bagnols, chef de secteur Brignoles. Un incendie attisé par un vent très violent qui a ravagé 400 hectares dans un massif forestier difficile d'accès, mais comportant de nombreuses habitations. On se trouve là en crête, le feu s'accélère là en pente ascendante depuis le bas et il est en train de nous gagner, là il descend sur le domaine en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment le vent notre grand problème là. Là vous pensez que vous allez y passer la nuit ? Oui, la nuit et plusieurs jours, tout à fait, ouais. À Ramatuelle, une maison a été détruite par les flammes. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Ce soir, la situation est sous contrôle. Le feu n'avance plus, mais le vent qui ne faiblit pas complique la tâche des pompiers. Incendie à Carrosse, dans l'arrière-pays niçois. Malgré l'action des Canadaires, la garrigue et la pinède ont laissé place à un paysage de désolation. 3 maisons ont été la proie des flammes, dont l'une a été entièrement détruite. Aujourd'hui, les habitants évacués ont pu rentrer chez eux. Certains n'ont rien retrouvé. Ça s'est embrasé d'un coup et voilà le résultat. En 3 minutes, plus rien ici, en dessous, la maison dessus, tout a brûlé. Des départs de feu ont été signalés en fin de journée dans le secteur de Nîmes, nécessitant l'évacuation de certains habitants. Au total, une vingtaine d'avions, bombardiers d'eau et des milliers de pompiers sont mobilisés dans le sud-est. Mais la situation demeure critique pour les jours à venir et les moyens sont jugés insuffisants. La France a demandé aujourd'hui 2 avions Canadair supplémentaires dans le cadre de l'aide européenne. Et dans le Luberon, toute la nuit et toute la journée, les pompiers ont dû se battre contre les flammes attisées par des vents violents. Ils ont dû faire face à un nouveau départ de feu. L'incendie est contenu. Les habitants de Mirabeau pourront dormir chez eux ce soir. Nicolas Carvalho avec Victoria Rouxel et Vivien Charrère. Des fumées s'échappent encore du massif. C'est un nouveau départ de feu dans les environs de Mirabeau. Les pompiers croyaient l'incendie maîtrisé. Les voilà de nouveau à pied d'œuvre. À quelques kilomètres de là, d'autres foyers gagnent la végétation par endroits. Les secours tentent d'éviter que le feu se propage. Là, on essaye de traiter tout au long d'une piste des FCI ces petites sautes de feu qui sont dues un petit peu au vent. Et vous voyez qu'on est un petit peu dans la fumée. Il y a un travail encore long et difficile tout aujourd'hui. La nuit dernière, c'est avec des pelleteuses que les pompiers ont sécurisé la zone. Craignant les reprises de feu, ils ont engagé un vaste chantier de débroussaillage. Toute la nuit, des bulldozers ont dégagé la végétation pour créer de nouveaux accès. Actuellement, on est en train de créer une ouverture de piste donc pour permettre l'accès des engins afin de sécuriser toute la partie ouest de la commune de Mirabeau en cas de reprise dans la nuit. De part et d'autre du sentier, la végétation est ensuite recouverte de produits retardants. On veut effectivement, comme le feu il se situe dans ces zones-là, faire une barrière entre les deux pour éviter sa propagation. À Mirabeau, une centaine d'habitations a été évacuée la nuit dernière. Leurs occupants ont finalement pu rentrer chez eux. Ce soir, le massif de la Bastidonne reste toujours sous haute surveillance. Et on retrouve tout de suite Victoria Rouxel en direct de Mirabeau. Alors Victoria, les pompiers sont-ils plus optimistes pour les heures à venir ? Pas vraiment, les rafales de vent sont encore fortes ce soir avec des pics attendus à 60 km/h, insuffisant donc pour ralentir la progression des flammes. Et ce que nous disent les pompiers, c'est qu'ils le savent, ils vont devoir encore lutter 3 à 4 jours contre les incendies. Pas d'accalmie prévue pour demain, donc surtout que de nombreuses reprises de feu ont touché le sud-est de la France aujourd'hui. Quelques 4000 pompiers sont toujours sur le terrain. Ils comptent notamment sur les appuis aériens pour stopper les flammes. Et ici, dans le Vaucluse, les pompiers nous le disent, le soutien des Canadair est absolument nécessaire pour contenir l'avancée des flammes puisque les incendies se déclarent dans des zones difficiles d'accès, la région étant très vallonnée. Alors, la nuit approche et les survols vont être interrompus dans quelques heures et ce,
jusqu'à demain 7h. Les pompiers vont donc œuvrer au sol toute la nuit pour tenter de circonscrire les incendies. Merci beaucoup Victoria. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'évolution de ces incendies, des informations que vous pouvez retrouver sur notre application ou notre site internet France Info. Emmanuel Macron assistera demain aux cérémonies d'hommage au Père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, 1 an après l'assassinat du prêtre par 2 terroristes en pleine messe. Une attaque particulièrement sanglante. Les 2 jeunes radicalisés âgés de 19 ans avaient été abattus à la sortie de l'église par les forces de l'ordre. Sophie Neumeyer et Alex Gouary ont pu recueillir les témoignages de 2 policiers qui étaient intervenus ce jour-là. Il est 10h35, le 26 juillet 2016, lorsque la BRI, Brigade de recherche et d'intervention de Rouen, décide de donner l'assaut dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. On pousse la porte qui donne sur l'église, là, sur l'intérieur, et là on tombe nez à nez avec les 2 otages. Et derrière chaque otage, on a un terroriste avec un couteau sous la gorge et une arme de poing. Ce commandant, qui tient à conserver l'anonymat, est à la tête des opérations ce jour-là. Donc ça, c'est l'équipe d'assaut complet, avec le collègue qui a soigné l'otage blessé au sol, avec un pansement compressif qu'il a toujours sur lui, et le collègue qui a effectué les négociations face aux terroristes. Leur crainte avant l'assaut se focalise vite sur des ceintures portées par les preneurs d'otages. Si vraiment la ceinture d'explos avait été réelle et que ces terroristes avaient explosé, on avait des dégâts sur 150 mètres. Il y a 2 solutions, soit on recule, en se disant explosif, on recule, soit on reste sur place et on essaye de sortir les otages. Je pense que ce qui nous motive à ce moment-là, ce sont vraiment les otages. Pour ce chef d'unité de la BAC, brigade anticriminalité de Rouen, cet attentat était aussi une première. Donc j'étais là, juste derrière la colonne d'assaut. Cet officier est chargé à ce moment-là de la récupération des otages. Et ça passe très très vite. On se rend compte de ce qui se passe 5-10 minutes après l'assaut. Sur le moment, on fait ce qu'on pense être bon à faire. 4 minutes après le début de l'assaut, les 2 assaillants sont neutralisés. Une intervention commune entre BRI et BAC qui a permis de sauver 5 otages. 3 mois avant, ces 2 services n'étaient pas formés aux attaques terroristes. Ils l'ont été après la mise en place du schéma national d'intervention en avril 2016. Maintenant, on se rend compte que ça peut nous arriver. On est prêt à intervenir si besoin. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'on est peut-être un peu plus prêt. Demain, les 16 policiers qui sont intervenus au cours de l'assaut recevront la médaille d'or de la sécurité intérieure. Peut-être un pas pour sortir la Libye du chaos. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à la Celle-Saint-Cloud Fayez al-Sarraj, le chef du fragile gouvernement d'union, et le maréchal Khalifa Haftar qui conteste sa légitimité. Les 2 frères ennemis se sont mis d'accord pour organiser des élections au printemps. Les enjeux sont de taille. Huguette. Le premier est accueilli par Emmanuel Macron en personne. Le second n'a droit qu'à un conseiller de l'Élysée. Il est vrai que le Premier ministre Fayez Sarraj est le seul à être reconnu par la communauté internationale. Mais sans un accord entre ces 2 hommes que tout oppose, difficile d'imaginer une stabilisation de la Libye. Fayez Sarraj, un homme d'affaires associé à de puissantes milices, il dirige à Tripoli un fragile gouvernement d'union nationale. Le maréchal Haftar règne lui en maître à Benghazi. Ses succès contre les djihadistes en font un homme incontournable. En les invitant, le président français espère déclencher une dynamique symbolisée par cette poignée de main inédite. Vous vous êtes engagé à renoncer à la lutte armée, sauf bien entendu contre les groupes terroristes. Et ce qui est acté dans la déclaration qui vient d'être lue, c'est donc un processus d'abord de cessez-le-feu, essentiel évidemment à toute avancée, l'accord pour aller vers un processus électoral au printemps. Premier enjeu, éviter que la Libye ne constitue un sanctuaire terroriste. En novembre dernier, Daesh a perdu son fief de Sirte dans le centre du pays, mais de multiples groupes islamistes profitant du chaos continuent à guerroyer en Libye. Deuxième enjeu, de taille pour l'Europe, mettre un terme à l'afflux massif de migrants, plus de 100 000 depuis le début de l'année. Tous les jours, des bateaux surchargés partent des côtes libyennes. Un trafic d'êtres humains particulièrement lucratif.
Israël retire les détecteurs de métaux sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, une mesure de sécurité à l'origine d'une escalade de violence ces derniers jours. À la place, des caméras de surveillance sont installées. Mais la mesure ne satisfait pas les Palestiniens. Les autorités musulmanes ont demandé aux fidèles de continuer à boycotter ce troisième lieu saint de l'islam. Légère amélioration des chiffres du chômage pour le premier mois de la présidence Macron. En juin, on a compté 10 900 demandeurs d'emploi en moins, soit une baisse de 0,3% sur un mois, 1% sur un an. Pas de commentaire de la ministre du Travail. Muriel Pénicaud a décidé de rompre avec cette tradition. Elle n'interviendra qu'une fois par trimestre. Des chiffres qui devraient baisser encore pour le mois de juillet avec le boom des saisonniers, soit plus de 700 000 travailleurs en France pendant les grandes vacances. Exemple, aux eaux de Thoiry, en Ile-de-France, où les effectifs sont doublés durant la saison estivale avec ces saisonniers. Voyez ce dossier signé Johan Vanov et Marie-Pierre Degors. Ce jeune couple de tigres le connaît bien. Zénia. Cet animateur scientifique travaille ici à l'année. Comme lui, ils sont 60 salariés permanents. Mais pour accueillir les visiteurs plus nombreux pendant la saison estivale, les saisonniers viennent en renfort. Nous avons rencontré Célia, Véronique et Valentin. Ils sont tous les trois en contrat pour l'été au parc de Thoiry. Je vous donne votre ticket pour rentrer à chaque entrée. À 19 ans, Célia Miens va alterner entre la caisse et l'accueil en boutique. Étudiante en école d'ingénieur, elle va travailler pendant 2 mois payée au SMIC. Ce sera 87 € s'il vous plaît. C'est un travail d'été pour avoir déjà une première expérience professionnelle avant d'être vraiment dans le monde du travail. Et aussi parce qu'on a toujours besoin de se faire un petit peu d'argent quand on est étudiant. Rien que pour la partie commerciale, une dizaine de saisonniers sont embauchés pour une période de 1 à 3 mois. Là, ça serait bien, c'est de remettre le tigre à l'endroit. Je sais pas pourquoi il est Des dans l'autre petites sens. mains indispensables, un système de recrutement essentiel pour le parc, fermé de novembre à février. Sans eux, c'est pas possible. Hein. Heureusement qu'on les a. Pour faire tourner la boutique et puis le parc aussi, hein, parce qu'il n'y a pas qu'ici qu'il y a des saisonniers. Hein. En effet, ils sont une quarantaine au total sur le domaine. Côté restauration, il y a aussi des besoins. Véronique Gontron était sans emploi depuis 9 mois. Elle a commencé début juin. Même si ce n'est qu'un contrat de 3 mois, elle est plutôt contente d'avoir trouvé un travail à côté de chez elle. C'est plus facile de trouver un CDD saisonnier. C'est toujours ça prix, oui. Parce que c'est vrai qu'il faut vivre, hein, arriver à un moment, surtout quand on a une famille. Bon, j'ai pas d'enfants, mais il faut quand même pouvoir payer tout ce qui se fait. Voilà. Le domaine a dû recruter 4 saisonniers supplémentaires pour cette nouvelle activité. C'est pas mal les lions là. Sous l'œil attentif des félins, la tyrolienne va attirer beaucoup de monde. Danseur professionnel, Valentin Provost va profiter de la vue tout en étant payé. C'est un boulot qui est pas banal, on peut dire ça comme ça. Et en fait, on m'a formé ici quand je suis arrivé, j'ai reçu une formation. Et maintenant, je suis qualifié pour opérer à ce poste. Aux portes de Paris, le domaine de Thoiry est le 3e site touristique d'Île-de-France, avec près de 440 000 visiteurs chaque année. 5 € qui mettent le feu aux poudres. La décision du gouvernement de raboter les allocations logement passe mal. Et pourtant, le ministre de la Cohésion des Territoires persiste. Jacques Mézard a qualifié ce matin le système de pervers et il a promis une réforme globale de ces aides à l'automne. On fait le point avec Hervé Gaucho du service économie. Alors Hervé, qu'est-ce qui pose problème dans le système actuel ? Bien, selon la Cour des comptes, il coûte cher et il manque d'efficacité. Regardez. L'aide au logement, au total, en France, c'est 30 milliards d'euros par an. L'APL, à elle seule, coûte 19 milliards et concentre toutes les critiques. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend notamment du loyer. Plus il est cher et plus l'aide est importante. Conséquence, elle profite d'abord aux locataires qui ont le plus de moyens. Et pire encore, elle fait grimper les prix. Une enquête a montré que pour 1 € d'APL versé à un locataire, le propriétaire a tendance à augmenter le loyer en moyenne de 78 centimes, gardant finalement près des 3/4 de la subvention pour lui. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La Cour des comptes et les économistes ont bien quelques idées. Alors, par exemple, pour que l'APL soit plus équitable, les parents d'étudiants pourraient devoir choisir entre l'APL et la demi-part fiscale. Le montant de l'APL pourrait ne plus dépendre du loyer du logement, mais du loyer moyen de la ville ou du quartier.
Enfin, on pourrait aussi fusionner toutes les aides pour réduire les frais de fonctionnement. Donc voilà. Oui, car ces aides sont très importantes. Oui, absolument. 6 500 000 bénéficiaires se logent grâce à elles, dont 80% ont un revenu inférieur au SMIC. Les seuls APL profitent notamment à 800 000 étudiants. Or, un étudiant sur 4 en France vit en dessous du seuil de pauvreté. Merci beaucoup Hervé pour ces explications. C'est le plus important chantier hydroélectrique d'Europe. En Isère, la future centrale souterraine de Romanche-Gavert remplacera bientôt 5 barrages. Et pour ce faire, EDF creuse actuellement dans la montagne une galerie de près de 10 km. Reportage Lila Afaf et Maxime Jaglin. Nichée au cœur des Alpes, la vallée de la Romanche. Dans ce paysage, un chantier hors du commun, celui de la future plus grande centrale hydroélectrique de France. Pour le voir, il faut s'engouffrer dans la montagne. Sur 10 km, 2 tunneliers creusent une galerie. L'eau ira jusqu'à cette usine souterraine, 200 mètres sous la roche. Une usine gigantesque, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. C'est ici que nous allons produire l'électricité, c'est le cœur de l'usine. La turbine va être entraînée par l'eau qui arrive depuis le barrage, la galerie d'Amiens, le puits. Le long de la rivière, 6 barrages et 5 stations hydroélectriques sont installés depuis le début du XXe siècle. Des ouvrages vétustes qui vont être démantelés et remplacés par la nouvelle station souterraine. La Romanche va pouvoir reprendre son lit naturel. L'intérêt est double, produire davantage et de façon plus écologique. Par rapport aux aménagements existants, on va gagner 40% de production d'électricité, ce qui représente l'équivalent en consommation domestique de la ville de Chambéry. Le deuxième avantage de ce projet, c'est le rétablissement de la continuité écologique et piscicole tout au long de la vallée de la Romanche. Parmi les usines existantes, cette centrale classée au patrimoine historique. Ici, on arrive à la centrale des Vernes, une usine hydroélectrique qui a été construite pendant la Première Guerre mondiale. Cette centrale atypique restera en place. Avec le chantier de la Romanche, Carole Guérin craint de voir le patrimoine industriel de la vallée s'éteindre. C'est vrai qu'aujourd'hui, EDF a besoin d'avoir un regroupement de ces centrales. Pour être performant et efficient, c'est normal. Mais ces centrales, elles veulent toutes dire quelque chose. Elles sont la conservation d'un savoir-faire, de techniques, qui ne doivent pas disparaître du jour au lendemain. Non. Il faut conserver à minima cette histoire, ces vestiges. La centrale de la Romanche devrait être mise en service en 2020. En attendant, les travaux se poursuivent sous l'œil protecteur de la Sainte-Barbe. Attention au fort coefficient de marée ces jours-ci sur le littoral. Tout en étant prudents, les pêcheurs à pied peuvent s'en donner à cœur joie. À Martin-Plage, près de Saint-Brieuc, une association en profite pour organiser une pêche au trésor, une initiation pour les enfants avec un principe, mieux connaître pour mieux respecter. Reportage Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné. Zoé, qu'est-ce que tu as dans ton seau là? Une crevette grise et un crabe. Tu les as trouvés facilement? Tu les as trouvés où? Dans les rochers là-bas, dans des mares. Comme un vent de jeunesse qui balaie l'estran, cet après-midi à Martin-Plage, comme Zoé, la majorité des pêcheurs à pied a entre 4 et 12 ans. Leur mission, remplir leur seau de coquillages, mais pas n'importe lesquels. Ça, les enfants, c'est quoi? C'est quelque chose de fin. C'est un petit chapeau pointu, c'est un bernic. Bernic, voilà. Pour l'association qui organise cette pêche au trésor, l'idée est toute simple, mieux connaître pour mieux respecter. Sur ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut pêcher, pas pêcher, et puis qu'il faut remettre à l'eau quand le poisson est trop petit ou le coquillage est trop petit, tout simplement. Un peu plus loin, Célia et Nolan s'essaient à la pêche au couteau. Là, il arrive, là, il sort. Il essaye de sortir, il fait pop, pop, pop. Et comment il faut faire alors pour le faire sortir? Il faut mettre du sel sur des petits trous en forme de serrure. Ouais. Mais la serrure ne s'ouvre pas toujours. Qu'importe, la leçon de choses aura fait son chemin, et pas seulement pour les enfants. Puis même connaître nous-mêmes, parce que moi, la crépidule, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai appris tout de suite là. Et puis on va aller voir comment on pêche tout ça, pour peut-être mettre après à profit tout ce qu'on va avoir appris. En passant par les enfants, on éduque les parents. Parce qu'il faut savoir que nous, notre génération, on a trouvé du poisson, mais il n'y a plus grand-chose. Donc il faut préserver pour les futurs petits-enfants. Une belle manière de transmettre le flambeau et de voir qu'en bord de mer, une pelle, un seau et un râteau, ça ne sert pas qu'à faire des châteaux de sable.
Et dans un instant, la météo, puis tout le sport. À partir de 20h55, votre série La Stagiaire, le Grand Soir 3 à 23h35, présenté par Anne Bourse. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.